aujourd'hui, on se retrouve avec Kitri, qui est PM chez Nickel, pour parler de la thématique. Du coup, c'est quand utilisateur égale collaborateur, les challenges du product manager métier. En fait, pour vous raconter l'histoire, j'ai contacté Kitri suite à au message d'une personne de notre communauté qui s'appelle Alilou et qui, je pense, est connectée avec nous aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle se joindrait parce qu'en fait, justement, elle, dans son job, euh, elle est product manager métier. Et en fait, elle n'avait pas de problème pour trouver des ressources sur le métier de PM d'une manière générale. Elle avait plein d'articles, il y avait plein de webinaires, etc. Mais en fait, pour ces problématiques, elles, spécifiques, du rôle de product métier, quand justement ces utilisateurs, c'est les personnes avec qui elle bosse au quotidien, et ben, elle manquait vraiment de ressources. Et du coup, elle m'en a parlé, je trouvais ça hyper intéressant. Je me suis dit, si ça manque, on va en faire un event, on va demander à des experts dont c'est le rôle de nous en parler. Et du coup, Kitri a accepté de faire cet event avec nous aujourd'hui. Donc voilà, je suis hyper contente. Et ça me permet de me présenter et de vous expliquer un petit peu le principe de justement ces événements, les Maestrix. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Flavie. Je travaille chez Maestro depuis un peu plus d'un an. Notamment, je m'occupe d'animer ces événements qui sont les Maestrix. En gros, le principe, c'est toutes les semaines, on se retrouve 1 heure sur Livestorm, on se connecte comme ça les mardis de midi à 13h et on attaque un sujet avec un expert du produit. Et en fait, l'idée, c'est de répondre à des problématiques que vous rencontrez dans votre job. Si vous êtes au produit ou si vous êtes dans une boîte de produit tech et que vous voulez vous former un petit peu sur le product management, vous avez peut-être des problématiques, des choses qui vous viennent et vous trouvez pas de ressources ou alors vous trouvez pas d'exemples concrets. Et ben, le but avec les Maestrix, c'est d'essayer d'y répondre et que vous puissiez profiter un peu de ce moment privilégié avec Kitri pour lui poser toutes vos questions et voilà, pour qu'elle vous donne des réponses à partir de son retour d'expérience. Et du coup, j'aimerais bien savoir qui s'est connecté aujourd'hui avec nous. Est-ce que vous pouvez nous mettre dans le chat votre rôle, votre entreprise, et puis peut-être pourquoi est-ce que vous voulez participer aujourd'hui à cet event? Est-ce que vous êtes vous-même PM métier? Est-ce que vous êtes designer? Vous êtes team market, etc. Voilà, dites-nous-en un peu plus pour qu'on sache un peu qui est connecté avec nous, avec Kitri. Alors, je vois PM métier chez The Ring à Lille. OK, trop chouette. Donc, une consoeur qui trie. Chef de projet digital et workspace. OK. Responsable transfo, PO. OK, trop cool. Donc, pas mal de produits. On voit que, OK, Louise et Dorian se connaissent. Petite conversation dans la conversation. PM métier, PM avec 5 profils d'utilisateurs sur le produit, dont 2 utilisateurs métiers. Ok, trop cool. Bah écoutez, vous êtes au bon endroit. J'espère que vous venez avec plein de questions pour nous et vous aurez tout le temps de les poser pendant notre discussion. Et du coup, juste pour vous redire, les Maestrix, c'est organisé par Maestro. Maestro, c'est l'école du produit et de la tech. On propose des formations qui sont basées à 80% sur la pratique. Un peu comme ce qu'on va faire aujourd'hui, on pense vraiment que pour apprendre, il faut parler de ce qui a déjà été fait, il faut passer par des partages d'expérience. Je vous ai mis un petit peu un aperçu des programmes sur cette slide. On a notamment un bootcamp en no-code qui commence le 25 avril et on est hyper enthousiaste et vraiment très, très, très heureux et heureuse de ce lancement parce que ça va être la première promotion. Et en fait, c'est un programme qui a été construit par Héloïse, qui fait partie de la team Maestro, et en fait, qui est venu du fait que on voit les PM qui sont autour de nous, nos intervenants, les personnes de notre communauté, nos alumni qui ont déjà fait la formation depuis 1 ou 2 ans, qui nous parlent de plus en plus de nos codes et de à quel point en fait ils ont besoin de s'armer en no code pour travailler sur leurs produits, pour créer des MVP, pour lancer un projet entrepreneurial, pour optimiser leur quotidien, pour automatiser leurs tâches, etc. Et du coup, c'est pour ça que ce programme a été construit à partir vraiment de ces retours. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux vous mettre dans le chat, on a un événement demain matin dans nos locaux à Paris, où Héloïse, justement, va présenter un peu le programme et expliquer en quoi il consiste et peut-être savoir s'il peut vous correspondre. Je vous mettrai le message. C'est un petit déjeuner à 8h30, donc il faut être quand même un petit peu un lève-tôt. Mais il y aura des croissants pour récompenser les plus vaillants. Voilà. Et aussi, je vous redonne nos prochains rendez-vous. C'est toujours pareil. On est hyper actifs sur notre page LinkedIn. On a le groupe Meetup où vous avez tous nos events. Et évidemment, on a notre site internet avec toutes les infos sur nos formations.
Écoutez, j'ai assez parlé. Je propose que Kitri prenne le mic et se présente et que tu nous en dises un petit peu plus sur ton parcours et puis aussi sur Nickel. Ouais, carrément. Du coup, bonjour à tous. Déjà, je suis hyper contente d'être là. Un peu stressée. Mhm. Par contre, vu que je ne vois pas le chat, je me dis que c'est un peu moins stressant parce que je vois pas les réactions en live. Je suis arrivée chez Nickel il y a presque 3 ans en tant que product owner. Et je n'ai travaillé que sur les outils internes depuis que je suis arrivée. Il faut savoir que Nickel, c'est une boîte qui est en hyper croissance. On fête là la semaine prochaine le passage des 2,5 millions de clients en France. Donc c'est énorme. Et donc depuis que je suis arrivée, l'organisation au global, mais surtout autour du produit, a beaucoup évolué. Donc j'ai pu en 3 ans, j'ai pu faire un peu le tour des différents périmètres internes métiers, comme on va les appeler aujourd'hui. Mm. Et avant d'arriver chez Nickel, j'étais chez Worldia, donc c'est une entreprise dans le tourisme, enfin une start-up dans le tourisme qui faisait des voyages sur mesure, qui proposait une plateforme en marque blanche aux différentes agences de voyage. Voilà. Ok. Et du coup, tu nous parles de l'hypercroissance de Nickel pour se rendre compte un petit peu en termes de nombre de collaborateurs. Ouais, Ça alors a évolué. globalement là, on est quasiment où on a dépassé les 600 collaborateurs chez Nickel. Ok. On est répartis sur plusieurs sites puisqu'on a ouvert l'Espagne il y a 1 an et demi et là on est en train d'ouvrir le Portugal et la Belgique. Mais donc en France, c'est là où il y a le plus gros des effectifs. Donc je dirais qu'on est à peu près 500 collaborateurs en France. Ok. Et quand je suis arrivée, on était moitié moins. Ouais. Ok. Ok, trop bien. Donc, gros challenge en plus sur ton rôle avec l'augmentation des effectifs. Exactement. Et du coup, pour le plan, à quelle sauce vous allez être mangé pendant ce Maestrix? En premier, on va parler vraiment, on va se focaliser sur le rôle product manager métier. Ensuite, Kitri va nous parler un peu d'un cas concret et de comment ça se passe chez Nickel. Et ensuite, on refera un focus sur les grands challenges et les grandes différences de ce rôle. Et je vais couper mes slides. Hop, je reviens avec vous sur Livestorm. Si vous avez une question, vous n'hésitez pas à la mettre dans le chat. Et moi, je la remonterai à Kitri. Et du coup, je te propose qu'on commence par la première question. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que c'est, du coup, PM métier? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. À qui on s'adresse? Alors, c'est pas forcément facile de définir PM métier. Déjà, je pense que la définition que je vais vous donner, elle est propre à mon vécu et mon expérience. Pour moi, un PM métier, donc c'est en gros, on va travailler sur un outil ou un applicatif qui est vraiment spécifique à un besoin interne à une entreprise et un besoin qui n'est pas forcément déjà traité par des solutions externes. Donc, on va être vraiment sur du spécifique, du sur-mesure pour l'entreprise. Pourquoi métier? Parce que du coup, on permet à des collaborateurs, enfin voilà, des personnes de faire leur métier à travers l'applicatif, le produit qu'on leur propose. Et globalement, c'est voilà, c'est les utilisateurs vont être des collaborateurs, des salariés ou des prestataires de l'entreprise pour laquelle on développe le produit. Donc chez Nickel, comment ça se traduit aujourd'hui? Donc Nickel, c'est un établissement de paiement, donc on est une fintech. On propose des comptes bancaires hyper facile d'accès et d'ouverture à nos clients. Et donc, on a un gros service client chez Nickel. C'est ce qui représente quasiment la totalité des utilisateurs sur l'outil que moi je propose. Et donc, ce service client, il a plusieurs facettes. Il y a un call center, enfin voilà, il y a de la prise d'appel, bien sûr, pour répondre aux clients. Et il y a de la gestion un peu plus back-office, de l'intervention sur les comptes, traitement de réclamation, des choses comme ça. Et donc, voilà, moi, c'est sur cet aspect-là que je suis spécialisée. Donc, c'est vraiment sur des outils qu'on appelle back-office. Donc, c'est vraiment on va dire le côté obscur de la force, c'est ce que le client ne voit et ne verra jamais, mais qui est hyper structurant pour la boîte.
pour pouvoir répondre aux clients et les satisfaire au mieux, quoi. Ok. Et on Je ne a, sais pas si on a tous la même définition, hein, du product manager métier bah et en de plus ce qu'on comme il y en appelle a, un outil interne, quoi. ouais, comme il y en a qui sont connectés avec nous, si vous voulez peut-être compléter ou même partager vous dans votre boîte à quoi ça ressemble, ça serait hyper riche. On a déjà une question de Olivier qui demande PM, est-ce que c'est assistant maîtrise d'ouvrage interne en partie ou équivalent responsable d'application? Je pense qu'on serait plutôt sur un équivalent responsable d'application. Ouais, C'est ouais. plutôt, Assistant maîtrise d'ouvrage, j'avoue que ça me parle pas ouais, moi non forcément. plus. Je sais pas En trop ce gros, qu'il y a derrière. PM, c'est vraiment l'évolution je sais même pas comment on pourrait le qualifier, mais soit du webmaster, soit du chef de projet technique, quoi. Donc, on est là pour travailler main dans la main avec les équipes de développement. Donc, moi, je travaille au quotidien avec des développeurs, des ingénieurs, et on fait le lien en fait avec les différents métiers de l'entreprise pour s'assurer que ce que les développeurs vont faire, vont implémenter, vont mettre en place répond vraiment à un besoin et s'assurer que voilà que ce qui va être développé a vraiment de la valeur. Parce que bah voilà, dans le digital, le développement ça représente un coût et il faut faut pas qu'on se trompe de combat. Donc le PM il est vraiment là pour ça. C'est un peu le chef d'orchestre, on va dire, sur le développement. Donc là, en l'occurrence, moi, c'est une appli web, mais ça peut être toutes sortes d'applications. J'aime beaucoup que tu aies utilisé chef d'orchestre parce que c'est la raison pour laquelle notre école s'appelle Maestro. Et Ouais. l'idée, c'est vraiment de reprendre ça, c'est le fait que le product manager, c'est pas un manager en soi, c'est il manage le produit. Faut faire attention parce que ça, souvent, c'est mal compris et on pense que c'est vraiment un rôle de manager. Enfin, il peut le devenir, mais c'est pas vraiment la définition du terme. Et Mm. l'idée, c'est vraiment voilà d'orchestrer toutes les personnes qui vont travailler pour développer un outil digital et faire en sorte qu'il y ait exactement cette création de valeur et surtout que ça réponde à un vrai besoin, un vrai problème qui a été identifié chez les personnes qui vont l'utiliser. Mm. Euh, on a une petite question de Maxime. Comment t'adaptes-tu au jargon spécifique à l'entreprise prestataire? Est-ce important de le faire? Alors, je ne sais pas ce que tu entends par entreprise prestataire, parce que pour le coup, là, on est vraiment tous salariés de la même entreprise. Donc, c'est clair qu'il y a un jargon. Alors, il y a le jargon produit, Ouais. qui est, je pense, qu'on retrouve dans beaucoup de boîtes. Mais quand on n'en a pas, quand on vient pas forcément du produit ou que voilà qu'on n'a pas forcément beaucoup d'expérience, c'est vraiment un vocabulaire à apprendre. Enfin, nous chez Nickel, on a mis en place un petit lexique, un petit dictionnaire du produit parce que ben quand on discute avec ben, là en l'occurrence nos utilisateurs qui sont vraiment dans l'entreprise à portée de main, c'est clair que quand on leur parle de grooming, de sprint planning, de release, de rollback, etc., ils y comprennent rien, quoi. On parle pas le Ouais. même langage, donc c'est important vraiment de vulgariser ça et de faire en sorte que tout le monde comprenne de quoi on parle. Et après, plus spécifiquement chez Nickel, il y a un jargon autour du métier bancaire, mais qui est vraiment pour le coup là propre à Nickel. Donc chaque entreprise, je pense, a son jargon en fonction de l'offre ou du produit qu'il propose, quoi. Ouais. Pour compléter ça, justement, nous, on a fait un glossaire du produit. Je vous ai mis Ouais, le c'est lien ça, dans c'est le chat. glossaire le mot que je cherchais. Ouais. Et d'ailleurs, c'est une alumni Maestro qui l'a fait. Du coup, d'ailleurs, si vous avez des retours, des mots qui vous manquent, etc., n'hésitez pas à me les dire et puis on pourra les ajouter. Et je vous mets aussi, je pense que ça pourra aider aussi à répondre à ta question, Maxime, parce que je vois un petit peu, on a fait un Maestrix aussi avec Anne Le Petit, qui a longtemps été PM métier en freelance, et du coup, qui avait plus ce type de problématique de réussir à adapter son discours à une entreprise externe, enfin, en tant que client, quoi. Ouais. Et du coup, ça pourra potentiellement répondre aux questions que tu te poses. Moi, j'en ai une pour toi, Kitri. Tu as parlé des débuts, du coup, en fait, c'est internaliser un outil qui va répondre aux besoins du coup des collaborateurs. Et du coup, ma question, c'est comment est-ce que vous faites pour savoir si ce produit existe déjà, si c'est pas mieux d'utiliser une solution externe et de l'adapter à vos besoins, ou alors si effectivement vous êtes sur quelque chose qui a besoin d'un développement interne et d'un processus de développement Okay. complet. Alors, c'est difficile comme question parce que aujourd'hui, enfin voilà, le produit est en pleine explosion et
c'est difficile d'avoir un besoin et de ne pas trouver un produit qui y répond. Il y a tellement de possibilités maintenant. Chez Nickel, en tout cas, nous, on est dans un contexte où on part d'un existant. Nickel, ça a été une croissance assez fulgurante, et donc aujourd'hui, on travaille sur des outils qu'on essaye d'améliorer ou de transformer, qui existent depuis la naissance de Nickel. Et qui ont été développés vraiment en flux tendu pour répondre à des besoins vraiment pour absorber la croissance. Donc, en fait, on part d'un existant. Il y a déjà des outils, il y a des collaborateurs au service client ou dans d'autres départements qui utilisent ces outils depuis des années, en fait. Donc, c'est pas un besoin on répond pas à un besoin qui sort du chapeau ou qui vient d'apparaître. On répond à un besoin qui est intrinsèque à l'entreprise et au métier qu'on fait, de proposer des comptes bancaires. Et je sais pas comment expliquer, mais on pourra jamais je pense que c'est une question qui a même pas été forcément déjà envisagée, de se dire, et si on arrêtait tout? Et si on arrêtait de développer nos outils en interne et on passait sur une solution externe? Parce qu'en fait, on a tellement fait du sur-mesure. Notre outil, il répond à notre besoin chez Nickel. Je ne pense pas qu'il réponde aux besoins d'un concurrent, ou alors vraiment il faut décortiquer pour aller dans du très spécifique. Donc, je suis pas sûre que la question se pose d'aller chercher une solution externe. Et après, il y a aussi, je pense, plein de questions réglementaires, RGPD, etc. On est quand même dans un secteur qui est hyper réglementé. On rend des comptes tout le temps aux différents régulateurs. Et ça, c'est pareil. Chaque entreprise a ses spécificités, a ses propres données qu'il faut savoir gérer. Et je pense qu'aller chercher une solution externe, à mon avis, ça sera trop dur, trop loin. Ouais. Ok, très clair. Je vois toutes vos questions dans le chat. Vous inquiétez pas, j'oublie pas, je les poserai, mais la plupart vont arriver un petit peu plus tard dans notre échange. Là, j'en ai une justement pour un peu finir par rapport à la définition du rôle. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les axes pourquoi c'est des métiers qui sont essentiels et à quel point ils servent? Peut-être si certains d'entre vous ont besoin d'arguments pour recruter un PM métier, c'est le moment où il faut prendre des notes à fond. Mais du coup, comprendre vraiment la grosse plus-value de ces métiers-là. Carrément. Moi, ce que j'aime bien dire pour vraiment l'importance de ces métiers-là, c'est qu'en fait, on travaille pour donc des clients internes, des équipiers, on va dire, enfin voilà, des collaborateurs. Et c'est important de ne pas les négliger parce que c'est vraiment la force vive de l'entreprise. Et pour moi, c'est vraiment la première cible, on va dire, comment dire, c'est vraiment je sais pas comment l'exprimer, mais c'est les collaborateurs, c'est ce qui fait vivre l'entreprise, c'est ce qui fait que l'entreprise est ce qu'elle est, etc. Et il y a une telle valeur et il y a une telle force de travail au sein des équipes que si on l'exploite pas et qu'on les néglige, ça peut vite être symptomatique d'une entreprise qui déjà n'apporte pas le bon niveau d'attention à ses collaborateurs. Après, ce qui est hyper important, c'est que on a des problématiques sur les outils internes qui sont pas du tout les mêmes que quand on a des utilisateurs externes, type je sais pas, une marketplace ou une application mobile. Là, on va vraiment essayer d'améliorer. En fait, le nerf de la guerre, c'est comment on fait pour augmenter l'efficacité des équipes, améliorer l'efficacité opérationnelle, comment on fait pour que l'expérience des collaborateurs soit la bonne, pour limiter le turnover, parce que souvent on est sur des métiers qui sont assez opérationnels, donc c'est des équipes où il y a un turnover assez élevé. Et surtout, comment on fait pour limiter les pertes de temps, limiter les gaspillages. Je ne sais pas si vous connaissez un peu dans le Lean Six Sigma, les MUDA, tous les gaspillages qu'il peut y avoir sur une chaîne de travail. Et comment on fait pour que les collaborateurs puissent se concentrer vraiment sur
le cœur de leur métier, là où ils ont une vraie valeur ajoutée, plutôt que sur des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée, des tâches répétitives. Comment on fait pour éviter de multiplier les interfaces de travail. Et donc, ça, c'est essentiel. Je trouve que le métier de PM apporte une dimension hyper intéressante parce qu'on est là aussi pour les aider à repenser un peu leur workflow de travail, essayer de segmenter les tâches, etc. Et c'est une prise de hauteur qu'ils n'ont pas forcément eux, parce que voilà, tête dans le guidon, c'est de l'opérationnel, et je trouve qu'on a vraiment un rôle à jouer là-dessus, quoi. Oui, complètement. Et là, je te rejoins. Et en plus, c'est une problématique assez actuelle chez Maestro. Enfin, c'est quelque chose sur lequel on est bien accompagné en ce moment. On a des sessions, etc., pour justement repenser la manière dont on travaille, nos process, et voir comment est-ce qu'on peut les améliorer, où est-ce qu'on peut être plus efficace, qu'est-ce qu'on retire. Et en fait, sans passer par le développement d'un produit, mais être accompagné là-dessus, c'est tellement important et intéressant parce qu'en fait, tu prends du recul sur ta manière de travailler et tu l'améliores. Et franchement, ça, enfin, moi, en tant que collaboratrice qui le vit, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Et je te rejoins là-dessus sur tout ce que tu disais sur améliorer l'expérience utilisateur, améliorer l'expérience collaborateur, du coup, qui est hyper importante. Et je pense que là, on a tous très facilement en tête je sais pas si vous avez vécu ça aussi, mais un outil que vous avez utilisé dans un job qui était un enfer, qui était moche, vous saviez pas où appuyer, vous comprenez rien. Et moche en plus, c'est super important parce que souvent c'est des outils où l'UX c'est un peu délaissé. Et franchement, moi, là, tout de suite, j'en ai un que je visualise très bien. Et franchement, c'est difficile au quotidien de bosser avec ça. Ouais. Et franchement, c'est clair qu'avoir un outil propre, fluide, qui a été bien pensé, qui est rapide, que je comprends et que j'arrive à utiliser, ça change toute la donne du collaborateur. C'est clair je pense qu'on l'a tous expérimenté et en plus sur des usages assez ponctuels. Enfin, moi, je vois par exemple, il y a des outils qui me rendent folle. Je sais pas, on a une plateforme de réservation pour nos déplacements. C'est horrible, quoi. Mais vraiment, c'est désastreux, quoi. Et pareil, enfin, je sais pas, des outils je sais pas, de gestion de fiches de paie, des choses comme ça, où c'est vraiment une expérience ponctuelle, mais on ressort de ça, on se dit, mais oh là là, quelle horreur cet outil. Ben, il faut se dire que les opérationnels, eux, leur outil, c'est au quotidien, c'est 7 heures par jour, 5 jours sur 7. Donc, c'est vraiment leur quotidien et ça peut vite devenir un irritant et quelque chose de décourageant en fait pour eux si l'outil est pas bien pensé et si on ne prend pas en compte leurs besoins. Et pour la petite anecdote, moi dans ma précédente expérience, je travaillais donc dans ce qu'on appelle l'équipe back office, donc j'étais responsable des opérations chez Worldia et donc mon équipe était en charge de la réservation des prestations touristiques, des voyages, une fois que le client avait passé sa commande. Et donc, pareil, c'était des outils back-office qui étaient développés en interne. Et pour le coup, il n'y avait pas du tout de répondant par rapport à nous. On remontait énormément d'irritants, énormément de parcours clés qu'on utilisait des centaines de fois par jour, mais sur lesquels on perdait beaucoup de temps. Et on n'avait pas de répondant côté produit et côté IT. Et bon, enfin, je l'ai vraiment vécu, quoi, ce côté décourageant. De toute façon, c'est voué à l'échec. On est obligé d'utiliser cet outil et il va jamais évoluer. Et puis tant pis. Enfin, c'était vraiment assez pessimiste. Mais et dès qu'il y a du répondant, dès que quelqu'un arrive en te disant, j'ai peut-être une solution. C'est quoi ton problème? Quelqu'un qui t'écoute. Je pense que vraiment c'est quelque chose de précieux quand on est sur des métiers comme ça opérationnels. Complètement. Et je vous propose que juste avant qu'on passe un peu sur du concret et qu'on plonge vraiment chez Nickel, il y a la question de Olivier. C'est un peu ce que font les business analysts. Comment distingues-tu ces deux types de rôles? Alors, encore une fois, je pense qu'on est vraiment éloigné et je sais pas trop business analyst exactement comment tu l'entends. Je sais pas avec quel lien. Est-ce que tu peux peut-être réexpliquer? Ou alors peut-être qu'Itri t'as compris et tu vois. Alors, déjà, moi, je suis très nulle en nom de métier. Donc, non business analyst, là, comme ça. En plus, je pense que c'est quelque chose, enfin, il doit y avoir plusieurs façons d'interpréter le métier de business analyst.
Donc là, comme ça, je ne saurais pas répondre à la Ok. question. Non. Bon, écoute, Olivier, si tu veux préciser un petit peu dans le chat, vas-y. Et comme ça, on pourra reprendre ta question après. Je sais pas si tu l'écris maintenant ou après. Mais sinon, alors, du coup, c'est parti. On Ouais, plonge chez Nickel. Est-ce que, en premier lieu, tu peux nous redonner un petit peu l'organisation produit et du coup, comment est composée ton équipe? ça marche. Alors du coup, chez Nickel, l'orga produit, comme je dis, elle a beaucoup évolué et elle évolue constamment en fait. Donc aujourd'hui, on a un head of product et on a trois sous-catégories, on va dire, dans le produit. Il y a la partie vraiment B2C, donc tous les outils qu'on met à disposition de nos clients, les clients finaux chez Nickel. Donc il y a une application mobile et il y a un espace web et puis il y a aussi le parcours de souscription. Donc c'est un parcours de souscription pour devenir client Nickel qui est disponible à la fois sur le web et à la fois sur des bornes physiques dans nos réseaux d'agences. Nos réseaux d'agences, c'est les buralistes, donc c'est les bureaux de tabac en France. Ah, ok. Ce qui fait que voilà, le deuxième périmètre, c'est justement nos partenaires buralistes, donc c'est nos points de vente, c'est ceux qui distribuent Nickel. Donc on rentre dans un bureau de tabac avec 20 euros et en 5 minutes, on ressort avec une carte bancaire, un RIB. Donc ça, c'est voilà, c'est ça le deuxième périmètre, c'est vraiment nos partenaires, ceux qui distribuent Nickel. Donc en France, c'est les bureaux de tabac. Ensuite, dans les différents pays, ce sera d'autres réseaux. Et ensuite, il y a le périmètre qu'on appelle le Customer Care, pour lequel moi je travaille, et qui est vraiment voilà, la mise à disposition des outils pour les équipes métiers internes. Donc le service client, les équipes conformité, enfin voilà, c'est très vaste. Les équipes de fidélisation, enfin voilà. Donc c'est comme ça qu'on est organisé et ensuite on a donc des product managers dont je fais partie et des product owners. Donc voilà, c'est un peu le plan de carrière. Je l'ai fait du haut vers le bas, mais Ok. c'est comme ça Et qu'on est structuré. donc, du coup, ton équipe s'occupe d'améliorer la manière de travailler des collaborateurs qui s'occupent du customer care. Exactement. En fait, Ok. nous, on a vraiment un positionnement où, comme je disais, enfin, la vision du produit, en fait, c'est comment je fais pour limiter les tâches manuelles répétitives qui n'ont pas de valeur ajoutée. Et il y a aussi tout un aspect fiabiliser les traitements parce qu'en fait, donc mes utilisateurs, enfin ceux pour lesquels moi je travaille, c'est des traitements. En fait, leur métier c'est des traitements réglementaires. Donc ça peut être lié à différents cas de figure d'un client chez Nickel. C'est des cas de figure un peu asynchrones dans la vie d'un client. Donc, ça va être un client qui va être surendetté, ça va être un client qui s'est fait frauder. Voilà, il y a plein de cas, je vais pas tous les lister. Donc, c'est des traitements réglementaires et donc, il faut s'assurer que ce soit sécurisé et fiable. Donc, c'est aussi une facette hyper importante de notre travail. Mais le vrai objectif, c'est de faire en sorte qu'ils soient efficaces et qu'ils puissent vraiment se consacrer à leur métier et qu'ils puissent vraiment déployer leurs compétences au service de leur véritable métier. Mm. Voilà, en Ok. limitant un maximum tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée, quoi. Donc, c'est de Ok. l'automatisation, beaucoup. Ok. Hyper clair. Et je te propose juste avant qu'on attaque pour que tu nous racontes un peu comment se passe la product discovery chez Nickel, on peut Ouais. prendre la question de Dorian qui demande on priorise différemment quand on fait un produit interne. Est-ce que tu reçois plus de pression sur la roadmap? Je pense que c'est une pression qui est différente, mais oui, on priorise différemment. Déjà, en fait, il y a plein de subtilités, mais déjà nos utilisateurs, ils sont là, ils sont à côté de nous. Donc, des suggestions d'amélioration, ou voire même des suggestions de solutions, hein, parce que souvent ils sont dans la solution plus que dans je t'expose mon problème. On en a tout le temps au quotidien et ça c'est un vrai challenge, je pense, du PM métier, c'est de savoir dire non, c'est de savoir prioriser et c'est de faire en sorte que les priorisations et les choix qu'on fait soient bien compris de tous. Parce que sinon on peut vite arriver sur de la frustration, on peut vite être
être mis dans une position un peu tricky où voilà, on peut se faire des ennemis facilement en fait. Donc oui, je pense qu'il y a un vrai travail sur la priorisation et enfin peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard, mais il y a plein de choses à mettre en place. En fait, c'est hyper important que tout le monde accède à ton backlog et que tout le monde comprenne ta priorisation. Donc nous, on travaille avec le RICE. Je ne sais pas si vous connaissez la matrice RICE, qui est un outil hyper efficace de priorisation et il faut que ce soit transparent. Faut être transparent en fait tout le temps. Sinon les gens peuvent vite s'imaginer. Enfin voilà, faut vraiment que les gens comprennent nos choix, pourquoi on le fait pas, pourquoi on fait celui-là avant, pourquoi celui-ci on peut pas le faire maintenant. Et c'est du dialogue et de la communication constante, quoi. Et du coup, sur la partie, en plus, ça rebondit assez bien avec ta réponse ici, comment repartir du problème avec les collaborateurs, parce que c'était aussi quelque chose, ton témoignage rejoint aussi ce que nous partageait Anne Le Petit dans le Maestrix que je vous ai mis dans le chat, qui disait aussi que souvent la personne arrivait, elle disait, bah, c'est simple, moi, il me faut ça. Et en fait, il faut dire, ah, attends, on repart du début, on reprend tout du début. Et du coup, ça répondra aussi à la question de Yann qui demande UX Persona Benchmark. Est-ce que c'est aussi poussé qu'un produit client B2C? Et du coup, je te propose que tu nous racontes un petit peu comment vous vous organisez pour la product discovery chez Nickel. Qui s'en occupe? Quelles sont les phases? Quels outils vous utilisez? Ouais, ça marche. Alors, du coup, la discovery, ouais, c'est un peu particulier parce que on part d'un existant, on a une multitude d'utilisateurs à disposition. Enfin, voilà, moi, quand je me déplace et que je vais voir les équipes, j'ai des centaines et des centaines d'utilisateurs qui sont là, qui utilisent mon outil. Et donc, c'est hyper important de passer du temps et de sanctuariser du temps pour eux, pour comprendre leur métier, pour comprendre l'utilisation qu'ils font du produit et pouvoir commencer à mettre le doigt sur voilà, les vraies problématiques, celles sur lesquelles il faut se concentrer. Moi, ce que j'aime bien avec ce qu'on a mis en place là chez Nickel, et c'est assez récent, c'est qu'en fait, souvent, la discovery, c'est un peu, et je pense que peu importe le contexte, peu importe l'outil sur lequel on travaille, la discovery, c'est un peu le dindon de la farce, quoi. On se dit qu'on va en faire, puis en fait, on a tellement de choses sur le feu, à droite, à gauche, et ça passe tout le temps à la trappe. C'est très souvent délaissé au profit du delivery. Donc, nous, ce qu'on a fait chez Nickel, c'est que déjà, on a mis en place une orga qui est encore en cours de test, on va dire, mais qui marche plutôt bien. On a mis en place le rôle de PM du sprint. Donc en fait, moi aujourd'hui, dans mon équipe, on est deux. Enfin, en tout cas sur la squad pour laquelle on travaille. Et donc le PM du sprint, en fait, donc on alterne d'un sprint à l'autre. On est sur des sprints de 3 semaines. Le PM du sprint, il va vraiment se focaliser sur le build et le delivery. Donc, c'est lui qui va être sollicité pour planifier les releases. C'est lui qui va être sollicité si jamais il y a des anomalies. C'est lui qui va être sollicité par les équipes de dev pour préciser des critères d'acceptance. Voilà, c'est vraiment celui qui va être un peu plus dans l'opérationnel pendant 3 semaines, ce qui permet du coup à l'autre d'être beaucoup moins sollicité. Personne n'attend rien de moi. J'ai 3 semaines où vraiment je peux prendre du temps et passer du temps avec mes utilisateurs. Et ça, c'est hyper important vraiment de sanctuariser du temps pour ça et de leur consacrer du temps. Donc ça, c'est c'est la petite subtilité de l'orga qu'on a mis en place relativement récemment chez Nickel. Ensuite, j'aurais bien aimé vous montrer, mais alors franchement, Flavie, je ne sais pas ce que j'ai fait avec Livestorm, mais j'ai accès à rien. Je vois juste nos têtes, mais j'ai pas accès aux fonctionnalités de partage et autres. Attends, alors en bas, t'as pas la barre partage, non? Alors attends, on va faire un petit test. Je suis désolée, on va avoir une petite minute de coupement. Je vais te retirer et te réinviter à participer. Tu vas revenir sur ça marche. C'est parti. Allez, on se refait le truc. Désolée pour ce petit moment. Ce sont les aléas du live. Hop, 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 hop. Et normalement, elle pourra avoir accès. Parce qu'en plus, moi, j'ai déjà vu ce qu'elle veut vous partager. Et franchement, ça vaut le coup. Ah, franchement, ça n'a rien changé. Tu vois pas? Mince. Mais c'est étonnant. En fait, je vois juste nos deux têtes, la mienne et la tienne, Flavie. Mais je ne vois ni le chat, ni les fonctionnalités. C'est un peu perturbant.
Et échappe, non? J'ai tout essayé. Après, je peux essayer de fermer les fenêtres, mais j'ai l'impression que j'ai peur que ça les ferme pour tout le monde. Ouais, sinon il y a. Ah bah, bon, que se passe-t-il? On va y arriver. Plus, du coup, je suis toute seule. Hop, hop, hop. Toujours pas? Non, après, je peux peut-être essayer de quitter carrément et de recliquer sur le lien. Allez, vas-y, on se le teste. C'est Je tente parti. À ça? tout de suite. Ok, à Vas-y. tout de suite. Bon, désolé. Écoutez, si vous avez des questions pour moi dans le chat en attendant, il n'y a pas de problème, je peux y répondre. Mais on se prend quelques minutes d'interlude en attendant le retour de Kitri. Bon, en tout cas, j'espère que jusque-là, vous... Ah, je vois des petits émojis faits. Bon, ça va. J'espère que vous passez pas un mauvais moment. Les inconvénients du direct, Olivier, exactement. C'est vraiment ce qui se passe. Ouais, elle va revenir d'une minute à l'autre. Merci pour les cœurs de soutien. Pop, pop, pop. Est-ce qu'elle est reconnectée? Pas encore. C'est super comme moment. Bon, bah, je suis contente si vous appréciez aussi. Peut-être que je peux reprendre un peu les dernières questions. J'ai vu qu'Olivier, tu nous avais repartagé du coup la définition de business analyst, rôle interne qui formalise et challenge les procès. Oh bah, Me voilà de ça retour. fonctionne? J'ai l'impression, ouais. Oh! En tout cas, je vois le chat et je vois que vous êtes hyper actifs. J'ai loupé plein de trucs. Je vais pouvoir me faire un peu de lecture à la fin de la session. Ah, mais génial, du coup, tu as partagé dans le. Ouais, ça y est. Ah bah super, je vais pouvoir montrer. Bon, désolé Olivier, mais promis, j'oublie pas ta question. En fait, j'ai déjà lu, Olivier nous a donné du coup la définition business analyst, Ok. rôle interne qui formalise et challenge les process métiers, qui définit les programmes de transformation. Donc c'est vrai que là-dessus, il y a des similitudes. Ouais, alors nous, on n'a pas de business analyst chez Nickel, mais je pense qu'il y a pas mal de rôles qui peuvent y ressembler. En tout cas, sur les process, nous, on travaille avec une architecte fonctionnelle qui est vraiment là pour aider à définir qui est responsable de quel processus au sein de la boîte. Et je ne sais pas si ça peut avoir Mm. un lien avec le métier de business analyst. Mais je pense que c'est quand même foncièrement différent du métier de PM parce que le PM, enfin, pour moi, la définition la plus simple du PM, c'est maximiser la valeur de ton produit. Et donc, il y a vraiment cette notion de je travaille avec les métiers et Mm. avec l'IT, enfin, avec le développement. Je suis pas sûre que le business Ouais. analyst. Ouais, complètement. Non, PM, on se parle vraiment de produits digitaux, quoi. Mm, Je pense que c'est ça la grande exactement. différence. Ouais. Je vous partage mon écran. Du coup, on était sur la discovery. Je vais juste vous montrer deux, trois petits trucs qui peuvent être intéressants. Donc, no judgment. On est vraiment sur de l'expérimentation aussi. Enfin, bon, là, ça, c'est un tableau qui est en place depuis déjà quelques mois et qui nous permet de suivre en fait nos actions sur la discovery. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Jira. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui bossent avec Jira au quotidien. Mm. Nous, on s'est vraiment créé un board dédié à la discovery. Donc, c'est un board qui est complètement à part du board de la squad où on suit les sprints, etc. C'est vraiment un peu le sprint du PO, quoi. C'est les différentes étapes que doivent suivre mon sujet pour être sûr que je mène bien ma discovery et que j'aboutis bien sur les bonnes solutions et les bonnes priorités, quoi. Donc voilà, donc je vais pas rentrer dans le détail, mais c'était plus pour le tips. C'est pas mal d'avoir un board Jira, c'est visuel. Après, ça peut être un Trello. Enfin, voilà, il y a plein d'outils qui permettent. Ça peut être dans Notion. Enfin, mais je trouve ça bien de le Ouais. formaliser. Sinon, sinon on s'y attelle pas en fait. Je trouve qu'avoir cette espèce de fonctionnement où on fait passer notre Mm. sujet étape par étape, ça nous aide aussi à nous discipliner et à bien respecter le workflow qu'on veut suivre. Ouais, complètement. Et du coup, pour comprendre un petit peu l'utilisation que vous faites de ce board Jira, comment ça fonctionne en fait? C'est affaire, cas, ticket. En fait, les titres, c'est les phases, c'est ça? Exactement. Donc là, c'est les différentes phases dans lesquelles chaque sujet doit passer. Dans Affaires, c'est les sujets qu'on a priorisés avec nos utilisateurs. Donc via, D'accord. par exemple, la matrice RICE qu'on a évoquée.
Ensuite, cadrage. Donc là, c'est vraiment, en fait, pour vous expliquer comment on est arrivé sur ces différentes étapes, je peux vous montrer directement ce qu'on avait fait dans Figma, avec FigJam. Donc, on a essayé de définir un peu les différentes étapes de la discovery, de la recherche utilisateur. C'est vraiment très inspiré du design thinking, hein. C'est comment on part des besoins utilisateurs, comment on aboutit sur des solutions qui sont vraiment centrées utilisateurs. Donc, la première phase, c'est vraiment de la découverte, de l'empathie, comme on aime l'appeler. C'est je me mets dans la peau de mon utilisateur, j'essaie de comprendre ce qu'il fait, c'est quoi son quotidien, c'est quoi sa customer journée, quoi. Il ouvre l'outil le matin et qu'est-ce qu'il fait, quoi. C'est quoi les étapes, etc. Ensuite, on va vraiment définir. Donc là, on est, je ne sais pas si vous connaissez le double diamant, mais donc là, on est vraiment en phase découverte. On diverge. Ensuite, on reconverge. Donc, on va essayer de définir vraiment les problèmes auxquels on veut s'attaquer. Une fois qu'on a défini ces problèmes-là, on peut repartir dans une phase d'idéation où là, vraiment, toutes les idées sont les bienvenues. C'est créatif. Faut proposer tout et n'importe quoi, même si c'est des trucs un peu loufoques. Et ensuite, on reconverge. Donc là, on va vraiment se reconcentrer sur la solution qu'on va proposer. On va faire du prototypage. Donc nous, on a la chance, on commence à être accompagné par des UX et des UI sur les outils internes. Donc ça, c'est hyper précieux pour faire des maquettes, des prototypes. C'est un vrai métier. Et jusque-là, nous, on essayait de le faire un peu à notre sauce, mais c'était quand même très rudimentaire, quoi. Et ensuite, on passe par une phase de test utilisateur. Donc ça, pareil, particularité de l'outil métier, c'est que nos utilisateurs, ils sont là, ils sont assis à côté de nous. Donc, faire des tests utilisateurs, faut vraiment pas s'en priver. Ils sont à côté de nous et en plus, c'est hyper gratifiant pour eux parce que c'est aussi un moyen de leur montrer que voilà, qu'on s'attaque à leurs problèmes, qu'on s'intéresse à leur métier, etc. Et ensuite, alors là, c'est un peu la phase d'implémentation. C'est un peu en cours de revue chez nous parce que la présentation à la squad, donc vraiment un peu faire le kick-off du sujet aux développeurs, etc. On aimerait le faire plus en amont parce que avant d'aboutir sur la solution, il faut essayer de récupérer aussi un peu leur point de vue, leurs inputs. Mais donc voilà, globalement, c'est l'idée, c'est les différentes phases par lesquelles on essaye de passer et on essaye vraiment de se discipliner, de s'astreindre à faire passer tous les sujets qu'on veut faire par ces différentes étapes. Maintenant, il y en a qui durent plus ou moins et sur lesquels on va accélérer aussi parce que voilà, on a aussi des contraintes temporelles, des deadlines réglementaires, des choses pour lesquelles on aimerait pouvoir avoir le loisir de prendre un peu plus le temps de faire la discovery, mais voilà. Ok. Et pour vous donner une... Ah, vas-y. Non, parce qu'on a déjà une question, comme tu as commencé à utiliser beaucoup de jargon, peut-être on a une question de Alexandra, je sais pas, qui demandait ce que c'est US et grooming. Alors, US, du coup, User Stories. Ouais, exactement. US, c'est les user stories, donc c'est vraiment en gros, c'est les tickets qu'on va faire passer aux développeurs dans un sprint. La user story, elle est constituée de plusieurs parties. Elle va réexpliquer un peu le concept et le contexte, pardon, et le besoin qu'on veut essayer d'adresser. Et ensuite, elle va vraiment définir l'attendu. Donc, qu'est-ce qu'on veut pouvoir vérifier ou valider une fois que ce ticket sera traité. Donc, après, il y a les critères d'acceptation. Je vais pas rentrer dans le détail, mais et le grooming, c'est le. Alors, il y a un autre nom qui s'appelle le backlog refinement. Okay. C'est vraiment la session pendant laquelle on va présenter les tickets aux développeurs et on va essayer d'envisager et de s'écrire le travail qu'il y a à faire dessus. Et ensuite, on va essayer d'estimer la charge de travail. Donc, nous, on estime ça en ce qu'on appelle en story points. Et c'est ce qui permet, avec du recul et avec plusieurs cycles, de se donner une idée de la vélocité de l'équipe et de la charge de travail que l'équipe est capable de livrer sur un cycle donné. Donc, nous, c'est des sprints de 3 semaines. Ok, très clair. J'espère que ça répond à ta question, Lee. Et je vous ai partagé aussi dans le chat un lien vers la toolbox qu'on a fait avec Maestro en reprenant énormément des notions qui sont dans le programme Maestro pour devenir product manager et en faisant plein de petites fiches avec un peu avec la théorie pour expliquer justement toutes les phases qu'on peut utiliser dans le product management. Et il y en a une notamment sur les user stories. Donc, si vous voulez aller jeter un œil, n'hésitez pas.
Je te laisse continuer, Kitri. Non, bah après, je vois que l'heure tourne, donc je voulais passer rapidement, mais c'est vraiment des tips, c'est utiliser à fond ces outils-là. En plus, il y a des versions qui sont gratuites, etc. Figma, c'est super bien dès que vous voulez vous représenter des flows, des étapes utilisateurs, etc. Là, on l'a utilisé pour faire un atelier, donc c'était pendant le Covid. C'est hyper facile d'utilisation. Enfin, moi, je suis nulle en général pour utiliser les outils et je trouve que Figma, c'est quand même assez intuitif. Donc, on avait fait voilà un petit atelier avec des post-it. Donc, on explique les règles, etc. Et puis, c'est hyper interactif. Les gens, ils peuvent lâcher des petits likes sur les tickets qui les intéressent. Donc, ça, c'est plutôt pour la phase d'idéation. C'est les impliquer pour essayer d'arriver sur la solution qui pourra répondre à leurs problèmes. Et un autre atelier qu'on avait fait et que je voulais vous montrer, c'est plutôt pour la priorisation. Là, c'est le Buy a Feature. Je ne sais pas si vous connaissez. Buy a Feature, donc vous pouvez regarder, il y a plein de contenus sur Internet qui expliquent ce que c'est. C'est super marrant à faire en physique. En fait, c'est un petit mercato, quoi. On vient proposer les différentes fonctionnalités et on leur met à disposition de l'argent physique. Donc nous, pour la petite blague, on avait fait des billets avec le logo nickel. On avait fait de la vraie monnaie nickel, un peu comme au Monopoly. Et ensuite, ils viennent, ils ont une quantité d'argent qui est limitée. Et donc, avec cette quantité-là, il faut qu'ils priorisent et qu'ils viennent acheter ce dont ils ont vraiment besoin. C'est comme si, je sais pas, moi, vous alliez au supermarché avec une somme d'argent limitée et que vous deviez, je sais pas, organiser un dîner pour 4 personnes. Bah, voilà, vous allez devoir vraiment vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends le paquet de bonbons qui me fait envie, mais qui est pas vraiment utile pour faire un dîner? Enfin, voilà, bref, il y a plein d'analogies à faire, mais et pour le coup, c'est hyper ludique. Enfin, si vous avez des collaborateurs en interne et que que vos utilisateurs sont à portée de main, c'est super facile à organiser. Et après, ça peut être aussi organisé avec des stakeholders, enfin des parties prenantes qui n'ont pas forcément les mêmes priorités, les mêmes urgences. Ça permet aussi de les aider à aboutir sur une priorisation sur laquelle tout le monde est d'accord et tout le monde a mis son tampon en disant OK, ça nous va comme ça, quoi. Voilà, donc ça, c'était les petits. Ouais, c'est hyper intéressant. Je pense que ça répond aussi à une question qui était venue un peu plus tôt dans le chat que j'avais pas relevée, mais qui était, que j'avais gardé pour plus tard, mais qui était vraiment sur la partie en fait comment tu fais pour que les personnes, enfin tes collaborateurs comprennent le besoin et comment tu les fais pour pour les emmener avec toi et qu'ils comprennent vraiment ce sur quoi vous allez utiliser votre énergie et ce que vous allez prioriser. Et franchement, c'est hyper intéressant. Et franchement, la partie ludique des billets, enfin, je te dis, je vais te le piquer si un jour j'ai un atelier avec un principe un peu pareil. Franchement, je trouve ça hyper chouette. Ouais, c'est marrant parce que rien que d'en reparler et de voir les photos, ça me donne envie d'en refaire un parce qu'on l'a fait l'année dernière. Mais c'est clair que c'est. Et puis, c'est des phases. Enfin, c'est quand même des moments hyper précieux, quoi. On est tous dans une salle, on réfléchit ensemble, tous les cerveaux sont en ébullition, on ressort, on est hyper satisfait de ce qu'on a fait et on a du concret pour avancer. Donc, faut vraiment pas s'en priver. Et moi, je connaissais pas du tout et en fait, on se rend compte qu'en se documentant, hein, il y a plein de bouquins, il y a plein de contenus en ligne. C'est hyper riche et voilà. Et enfin, je sais qu'on s'ennuiera jamais parce qu'il y a tellement de possibilités et tellement d'ateliers différents à mettre en place. Donc, faut pas hésiter à se lancer. C'est pas des choses qui sont compliquées. Il n'y a pas besoin d'être un expert pour animer ce genre d'atelier. Ça demande vraiment un minimum de préparation et ensuite, ça se déroule tout seul, quoi. Donc voilà, j'arrête le partage d'écran, mais c'était les petites choses que je voulais vous montrer pour l'animation de la discovery. Donc voilà, le workflow, c'est vraiment, on essaye de suivre un peu la méthode du design thinking. Je vais pas rentrer dans le détail de tout ce qu'on a pu faire, mais on a aussi, on a commencé par faire des personas, donc pour essayer de comprendre qui étaient nos utilisateurs, parce que même sur un métier, même sur un seul métier, on va avoir plusieurs profils, plusieurs typologies d'utilisateurs. Il y en a qui ont plus d'expérience que d'autres. Donc, c'est intéressant de faire ce travail sur les personas. Et puis après, il y a plein de choses, l'empathy map, du brainstorming. Hein, c'est bête, mais ça marche bien aussi. Ok, super intéressant.
Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à mettre dans le chat. Et sinon, vu que l'heure tourne, je vous propose qu'on passe un petit peu, que tu nous racontes du coup sur la partie plus delivery, comment ça se passe du coup chez Nickel. Ouais, alors bah, sur le delivery, je pense que le gros challenge pour le PM qui bosse sur des outils métiers, c'est que en fait on vient toucher à leur outil de travail au quotidien, donc ils ont des habitudes qui sont hyper ancrées et donc pour moi le vrai challenge c'est la gestion du changement en fait, c'est comment faire accepter le changement et surtout comment bien le communiquer pour pas faire un effet pavé dans la mare, quoi. Oh, mon Dieu, je me connecte le matin et paf, ça y est, tout mon outil a changé, je sais plus où est telle fonctionnalité, enfin, panique à bord, quoi. Enfin, on a tous vécu, je pense, sur des produits qu'on utilise un peu dans notre quotidien perso. Je sais pas, moi, je me revois très bien réagir le jour où je me connecte sur Facebook et que je vois que l'interface a changé. Enfin, c'était le drame, quoi. Mais c'est quoi ce truc, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est n'importe quoi. Donc je pense que ouais, un des vrais enjeux c'est de faire bien accepter le changement et surtout de bien l'anticiper, bien le communiquer. Et après ben je dirais que c'est un peu un challenge qui est le même pour tout le monde, c'est comment je fais pour qu'une fois que j'ai livré mon produit soit utilisé ou il soit enfin voilà qu'il soit accepté, quoi. Mm. Et c'est un peu différent parce que là, pour le coup, c'est vraiment, enfin, en fait, ils n'ont pas le choix dans le sens où c'est leur outil de travail. C'est pas une appli ou un site sur lequel ils vont parce qu'ils en ont envie ou parce que, et puis s'ils ont plus envie, ils s'en vont. Là, c'est vraiment, c'est leur métier, donc ils ont un peu cette obligation-là. Mais ça reste quand même un challenge voilà, de les faire utiliser et de faire en sorte que le changement soit bien Mm. préparé. Et du coup, pour les accompagner là-dessus, est-ce que tu as des exemples de choses que vous avez mis en place chez Nickel justement pour accompagner les collaborateurs vers ce changement? Ouais, ben donc tout passe par la communication, hein. Je pense que l'outil le plus utilisé chez nous pour ça, c'est les démos. Donc on fait des démos utilisateurs. En fait, ça s'apparente quasiment à de la formation en fait, parce que là pour le coup, on va vraiment leur expliquer les différentes étapes d'un parcours, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a comme règle métier derrière chaque fonctionnalité. Donc, ouais, la démo, ça, c'est un outil qui est assez Ouais. puissant. Et Et du coup, justement, par rapport à cet outil démo, tu m'en avais parlé d'ailleurs un petit peu, peut-être qu'au début, c'était pas tout à fait vos utilisateurs directement qui venaient participer aux démos. Je ouais, sais que ça peut être un problème justement d'organiser cet event et de voir qu'en fait, les personnes à qui ça s'adresse directement ne viennent pas participer. Tu peux nous raconter un petit peu ça et en, puis surtout comment vous avez fait pour qu'il y ait plus En fait, on d'utilisateurs? s'est rendu compte, à la base, la démo, elle est faite pour les utilisateurs, enfin les utilisateurs finaux. Elle avait aussi un peu pour vocation de donner de la visibilité, de montrer le travail de l'équipe. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte que à nos démos, il y avait énormément de gens qui étaient connectés. Il y avait des managers, il y avait des gens de différents départements. Il pouvait y avoir des RH, il pouvait y avoir des membres du CODIR. Mais nos utilisateurs finaux, les utilisateurs de notre outil back-office, ils n'étaient pas forcément là. Et en fait, un des gros challenges auxquels on est confronté, en tout cas chez Nickel, mais je pense de manière générale, quand on travaille sur des outils qui sont utilisés par des utilisateurs métiers opérationnels, c'est qu'ils ont des obligations de traitement. Ils sont objectivés sur leur performance, le temps de traitement, le temps qu'ils vont passer sur un dossier ou sur un traitement, etc. Et nous, on s'est heurté chez Nickel à beaucoup de réticences à les sortir de la prod, comme on appelle ça dans le jargon. Les sortir de la prod, ça veut dire pendant un temps, que ce soit 10 minutes, une demi-heure ou une heure, ils font autre chose que la tâche à laquelle ils sont assignés, quoi. Et donc ça, on a dû faire preuve et on continue. Enfin, c'est un combat au quotidien. On a dû faire preuve de pédagogie pour leur expliquer l'intérêt et la valeur ajoutée que ça a de les sortir de la prod justement pour ce genre d'événement, comme par exemple une démo.
Et puis aussi, de manière générale, quand c'est des tests utilisateurs, quand c'est des ateliers, etc. En gros, le temps qu'ils perdent à l'instant T à consacrer, à consacrer 1 heure à autre chose que de la prod, c'est du temps gagné, mais fois 15 quand on mettra en service une fonctionnalité qui leur fait gagner, je sais pas, 30% de temps sur un traitement parce que on a réduit des étapes, parce qu'on a automatisé des tâches, etc. Ok, donc ça par exemple, c'est quand on voit l'invitation pour participer à la démo, la première info c'est pendant cette démo, je vais t'expliquer comment tu vas gagner 30% de temps dans dans tes tâches et c'est vachement sur enfin aussi sur la formulation et la manière dont tu vas les inviter, leur dire bien en fait ce que tu vas apprendre pendant cette session, c'est ça, pour vraiment montrer directement la plus-value. Alors, en fait, on passe surtout par leur manager en général. Donc, D'accord. on n'a pas forcément d'interaction directe avec eux avant la démo. Mais le travail de pédagogie, il a été fait surtout auprès des managers, hein, parce que c'est eux qui étaient plutôt réticents. Et par contre, on a un challenge, c'est de faire en sorte que la démo soit la plus interactive possible. Essayer de récolter. C'est hyper précieux les démos parce que c'est aussi un moment où on a plein de feedback en direct. Donc, faut faire en sorte que voilà, qu'ils se sentent libres de faire des retours, etc. C'est un truc qu'on n'a pas évoqué, Flavie, mais c'est trop intéressant. Quand tu testes, je sais pas, une application et qu'il y a des choses qui te plaisent pas, qu'il y a des trucs que tu n'aurais pas fait comme ça, etc. Bah, c'est pas un problème de le dire. Autant là, tu fais tes retours à des gens qui ont conçu l'outil, enfin le produit sur lequel tu travailles au quotidien, qui sont aussi des collaborateurs de l'entreprise. Et donc, je pense qu'il y a une espèce de, pas de timidité, mais de crainte à faire des Ouais, retours vraiment constructifs parce qu'on se dit, ah, quand même, les pauvres, ouais. ouais, voilà, je pense que, et donc, il faut vraiment faut mettre en place cette culture du feedback, que ce soit positif ou négatif. Nous, on est des éléments neutres, on est les PM, mais on est neutre et il faut pas qu'il y ait de biais par rapport à ça. Et puis, au-delà de ça, ils ont du mal aussi à prendre de la hauteur et à sortir un peu du quotidien et se poser les vraies questions. Ah, mais oui, tiens, c'est vrai, pourquoi je fais ça comme ça? Et puis, ah, mais oui, c'est vrai que j'avais pas envisagé qu'on pouvait le faire d'une manière plus simple. Et donc, c'est hyper intéressant Ok. à ce Et du coup, niveau-là, pour quoi. revenir sur les feedbacks, vous les récupérez comment? Ça passe par quoi vos feedbacks sur vos projets? Alors, il y a plein de. Ça, c'est un vrai challenge parce que bah, du coup, ça arrive de tous les côtés, hein. Ouais, Ça peut être des mails, ça peut être des chats, ça peut être comme ça à l'oral, quelqu'un qui passe. Donc, faut bien s'assurer enfin, faut être assez bien organisé pour tout ouais. récupérer. On a mis en place là récemment un template de remontée de suggestions, d'amélioration, etc. Ce qui est bien avec ce template, c'est que ça les contraints, on va dire, par la forme, à vraiment expliquer quel est leur besoin, quel est leur problème et ne pas proposer une solution parce que souvent, les gens, c'est leur métier, enfin, je veux dire, c'est des experts de ce qu'ils font, donc ils arrivent souvent avec des solutions. Ils arrivent souvent avec des solutions et ils ne se posent pas vraiment les questions de pourquoi ils ont besoin de ça, c'est quoi leur problème, c'est quoi le point de départ de ce qu'ils proposent. Et donc, le template, il permet aussi un peu ça. Et puis, il permet aussi, ça nous donne des éléments pour la priorisation. Parce que on va aller chercher de la data, on va chercher de la volumétrie, on va essayer de comprendre quel impact ça aura sur leur quotidien, quel est le nombre d'utilisateurs impactés, parce que en fonction des activités, l'amélioration, elle peut concerner qu'une toute petite partie des équipes, ou alors ça peut être une amélioration globale pour tous les utilisateurs. Donc, le template, c'est pas mal. Après, je sais qu'il y a pas mal d'entreprises qui mettent en place des channels dédiés. Nous, on a Ouais. ça avec du coup les différentes équipes. On a créé un channel avec 5-6 utilisateurs par équipe et comment dire, c'est dans les deux sens. Ça veut dire que nous, on va les solliciter quand on a des questions un peu spécifiques sur leur métier, pour D'accord. prendre un peu la température sur certaines évolutions. Et inversement, eux, dès qu'ils ont une idée ou quelque chose qui leur convient pas, etc., ils vont le mettre dans ce channel. Et ça nous permet de récolter pas mal de feedback. Ok.
Ok, trop bien. Bon, écoutez, il est déjà 13 heures, mais en vrai, si tu as un peu de temps, Kitri, j'aimerais beaucoup juste qu'on prenne la dernière notion que tu Carrément. avais préparée, qui est du coup les trois grands challenges de ce rôle. Un peu, ça fera un très bon wrap-up de notre discussion. Du coup, est-ce que tu peux nous redonner les trois grands challenges de ton métier chez Nickel? Alors, les trois grands challenges de C'est que mon métier chez Nickel. moi, je les ai sous les yeux. Tu veux que je Ouais, non, non, je les ai aussi. Le premier, je pense que c'est comment on fait pour gérer la proximité des utilisateurs. Donc, on a évoqué tout le travail sur la discovery, etc. Mais aussi comment on fait pour gérer les sursollicitations, on va dire. Comment on fait pour prioriser toutes les demandes qu'on a et faire en sorte que on a une priorisation, enfin un backlog qui est compris et qui est transparent pour tout le monde. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, il y a un deuxième point qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, je trouve qu'on doit faire preuve d'un leadership qui est pas forcément différent, mais qui est assez marqué quand on est PM métier, parce qu'en fait, nos stakeholders, enfin, les parties prenantes, les gens, nos clients, quoi, c'est des personnes dans l'organisation. Ça peut être des personnes assez haut placées. Par exemple, moi, je peux traiter au quotidien avec le responsable, enfin le directeur de la relation client. Donc, il faut aussi ne pas oublier en tant que PM, on doit avoir le mot final sur notre produit et on doit aussi voilà, asseoir sa position. On n'est pas là pour apprendre aux gens à faire leur métier, mais on a toute la structure et tous les outils à disposition pour faire en sorte que les gens comprennent pourquoi on fait ces choix-là. Donc, voilà, des fois, on se retrouve dans des situations comment dire, un peu tricky parce que voilà, on doit dealer avec des gens qui sont assez haut placés dans l'entreprise et on doit challenger leurs décisions, etc. Donc, en tout cas, voilà, moi, dans mon quotidien chez Nickel, c'est un des challenges. Mm. Et le troisième, je dirais que c'est la reconnaissance du périmètre, enfin de notre travail sur les outils internes. De manière très concrète, on est souvent un peu délaissé au profit des outils vraiment finaux pour les clients. Donc typiquement, si on me mettait sur le ring avec l'application mobile qui est utilisée par 2,5 millions clients, je suis KO direct. Et donc, comment je fais pour réussir à obtenir des moyens, pour réussir à fédérer aussi les gens autour du projet, à bosser main dans la main avec les équipes data, les équipes UX, parce que c'est hyper important pour faire du produit. Et comment je fais voilà, pour redorer un peu le blason des outils internes qui sont souvent un peu moins sexy, on va dire, que d'autres outils, quoi, d'autres produits. Trop intéressant. Bah, justement, il y a Olivier qui demande si vous avez des UX en interne. Ouais, on a des UX en interne. Et donc là, depuis peu, parce qu'avant, il n'y avait pas suffisamment de ressources pour nous accompagner sur les outils internes. Mais là, depuis peu, on a une UX UI qui bosse avec nous. Alors, un peu à mi-temps, parce que du coup, elle est partagée entre plusieurs équipes. C'est pas vraiment un UX par squad, hein, on n'en est pas là. Mais c'est hyper précieux parce que elle arrive avec ses vraies compétences et voilà, c'est un vrai métier et ce sera, enfin, ce serait vraiment un retour en arrière. Pourtant, ça fait pas peu de temps qu'on bosse avec elle, mais ce serait un tel retour en arrière si on était privé de ses compétences que. Ouais, ouais, j'imagine bien. Je vous remets dans le chat, du coup, ces trois notions vraiment trop importantes, hyper intéressantes. Utilisateur, leadership et reconnaissance en interne. En tout cas, enfin, merci beaucoup, Kitri. C'était vraiment très très chouette de discuter avec toi, d'avoir ton retour d'expé, de voir comment, parce qu'en fait, l'air de rien, il y a eu beaucoup d'adaptations, la manière dont vous avez un peu chamboulé la manière dont vous faites la discovery, l'équipe qui grandit, comment vous mettez en place, comment vous avez fait évoluer les démos, etc. Plein de petites idées. J'espère qu'en tout cas, toutes les personnes qui ont participé,
ça vous a mis des petites graines pour implémenter des nouvelles choses peut-être dans vos boîtes. Mais Bah, voilà. merci à toi, Flavien, et puis merci à tout le monde. Enfin, je vois que vous avez été Ouais. hyper actifs sur le chat, donc c'est cool. Ouais, il y avait plein de questions pour toi. Du coup, juste avant de vous laisser, est-ce que peut-être, j'aime bien faire ça à la fin des Maestrix, vous pourriez nous donner de 0 à 5 une note pour ce webinaire et cette heure qu'on vient de passer ensemble. À 0, c'est que vous avez rien compris et qu'en fait, le pourquoi de vous êtes connecté, on n'a pas répondu. T'inquiète, il n'y a jamais de 0 qui trie. Ah non, Et mais le 5, il faut c'est en que mettre, hein, si il c'est faut. votre ressenti. Il faut le faut, faire. mais bon, ouais, c'est ça. Et 5, c'est que ça a été super clair. Et en tout cas, si vous pouvez rajouter à votre note un petit commentaire justement pour nous donner des pistes d'amélioration et savoir peut-être ce qui a manqué, ça serait top. Je vous laisse mettre dans le chat. Et bon, 5. Ok, 5. Super. Donc, a priori, vous avez eu des réponses. Bon, bah, trop cool. Mission 10. Wow. Mission remplie. Et ben génial. Écoutez, j'étais très contente de passer cette heure avec vous. Et puis, comme je vous ai dit, pour les prochains events Maestro, on en a un demain matin pour parler de no code avec Héloïse, un petit déjeuner qui est dans nos locaux. Et puis sinon, on en a un dans 2 semaines, pardon, sur comment travaille le product manager et le designer ensemble. Comment est-ce qu'on fait pour faire du design quand on n'a pas de designer dans notre équipe? C'est peut-être quelque chose qui t'intéressera, du coup, Olivier, vu ce que tu nous partageais dans le chat. Mais voilà, d'une manière générale, je vous donne rendez-vous sur notre groupe Meetup pour voir tous nos prochains events. Et voilà, et je vous souhaite une très bonne après-midi à tous. Merci encore beaucoup, Kitrian. C'était Merci super. à tous. Merci, Salut. bye.